Je ne me souviens pas du moment exact où tout a commencé à s'effriter. Mais je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu le nom Élise Moreau et du frisson glacial qui a suivi. Lyon, automne 2022. L'air était frais, les feuilles mortes dansaient entre les pavés anciens. J'étais Claire, 37 ans, conseillère financière, mariée à Antoine depuis 8 ans. Jusqu'ici, notre vie semblait stable, calme, prévisible. Mais parfois, le calme cache les tempêtes les plus redoutables. Tout a basculé une nuit d'octobre. Je me suis réveillée vers 2 heures du matin. Le lit à côté de moi était froid, Antoine n'était pas là. Au début, j'ai cru qu'il était simplement allé boire de l'eau. Mais alors que je posais les pieds au sol, j'ai entendu sa voix, basse, presque un murmure, venant du couloir obscur. Je me suis figée près de la porte, retenant mon souffle, et j'ai entendu « Encore un peu, elle ne se doute de rien ». Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un appel professionnel. Antoine n'a jamais caché ses conversations. Alors, à qui parlait-il? Et surtout, de qui? Je suis vite retournée au lit. Il est revenu quelques minutes plus tard, s'est allongé à mes côtés, comme si de rien n'était. Mais moi, je ne dormais plus. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Tandis qu'il dormait encore, j'ai voulu accéder à son téléphone. Nouveau mot de passe, soupçon confirmé. J'ai ouvert mon ordinateur, accédé à notre compte bancaire, et là, j'ai vu. Une série de virements suspects, 850 €, 1200 €, 500 €, chaque mois depuis 3 mois. Et parmi les détails, un nom, Élise Moreau, inconnu, inexplicable et terriblement menaçant. Ce n'était plus un doute, c'était le début d'un labyrinthe dans lequel chaque pas allait m'éloigner d'Antoine et me rapprocher de la vérité. Il y a des vérités que l'on ne lit pas dans les regards, mais dans les chiffres. Et une fois qu'on apprend à parler le langage du mensonge, on ne dort plus jamais tranquille. Je ne suis pas curieuse de nature. Depuis 8 ans, Antoine gérait la majorité de nos finances. J'avais confiance, ou du moins j'aimais croire que j'en avais. Mais ce matin-là, lorsque l'écran de notre banque en ligne s'est affiché, j'ai compris. Ce n'était plus un doute. C'était une certitude qui me glaça jusqu'à l'os. Les relevés défilaient devant mes yeux. 850 €, 1200 €, 730 €, 2000 €. Des sommes pas trop élevées, mais assez fréquentes pour soulever une alarme. Un schéma régulier, une mécanique bien huilée. En 3 mois, plus de 17 000 € s'étaient volatilisés. Pas de facture associée, aucun lien avec nos investissements, et surtout, aucune explication. Puis un nom, celui que je redoutais de revoir, Élise Moreau. Il apparaissait dans les libellés de plusieurs virements, 3 fois. Ce nom ne me disait rien, ni collègue, ni ami, ni connaissance de dîner. Une étrangère, une menace silencieuse. Je me suis rendu compte que je serrais la souris de l'ordinateur si fort que mes doigts en étaient blancs. Il n'y avait plus de place pour le doute, seulement pour la vérité, aussi tranchante qu'une lame. J'ai fermé l'ordinateur, me suis levée lentement. Dehors, les arbres de la place Bellecour s'habillaient de jaune. L'automne à Lyon avait ce charme doux amer. Mais en moi, quelque chose se fanait définitivement, la confiance. La trahison ne frappe pas toujours avec des cris ou des larmes. Parfois, elle arrive en matin calme, avec un café tiède et un document à signer. Antoine est entré dans la cuisine, détendu, comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Il a posé une tasse devant moi,
puis sans lever les yeux. Claire, je pensais, il serait peut-être temps de regrouper nos finances, par précaution. Je l'ai regardé, silencieusement. Pas un mot, pas un mouvement, juste une sensation glaciale au creux de l'échine. Regrouper nos finances? Cela faisait 8 ans que nous vivions ensemble sans jamais ressentir le besoin de fusionner nos comptes personnels. Chacun avait son espace, son indépendance. Un équilibre silencieux qu'il n'avait jamais contesté, jusqu'à ce matin-là. Si tu pouvais me faire une petite liste, les comptes à ton nom, les mots de passe, tes biens, histoire de tout centraliser, tu vois, dit-il en se servant une autre tasse, comme s'il parlait de ranger la cave. Je lui ai souri, doucement, presque tendrement. D'accord, laisse-moi quelques jours pour rassembler tout ça. Il a hoché la tête en observant discrètement mon visage, comme un chasseur s'assurant que sa proie n'a rien vu. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà vu les transactions mentionnant Élise Moreau. Ce qu'il ignorait, c'est que je sentais le parfum du mensonge dans chaque geste trop poli. Et surtout, ce qu'il ignorait, c'est que je n'étais plus cette femme qu'il pouvait manœuvrer aussi facilement. Parfois, la victoire ne se crie pas. Elle s'écrie en silence, dans l'ombre, un pas devant l'autre. Je n'ai pas crié, je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas dit à Antoine que je savais. Je me suis contentée d'acquiescer. Un sourire calme, puis je suis montée dans mon bureau comme si j'allais faire ce qu'il avait demandé. Compiler mes comptes, dresser la liste de mes biens. Mais en réalité, je redessinais les règles. J'ai contacté Solène, une amie d'université devenue avocate, spécialisée en fiducie privée. Elle m'a regardée en silence, puis a simplement dit « Tu aurais dû le faire plus tôt ». Nous avons travaillé sans relâche, pas un mot de trop, aucune trace visible. En 3 jours, tout ce qui m'appartenait, l'appartement de mon chat, mes économies retraite, mes parts dans une start-up à Marseille, a été transféré dans une fiducie indépendante que personne ne pouvait toucher. Surtout pas Antoine, pas d'alerte, pas d'annonce. Et le lendemain matin, comme si de rien n'était, je lui ai tendu une tasse de café avec le même sourire léger qu'il connaissait si bien. Mais au fond, tout avait changé. Je n'étais plus sa cible, j'étais celle qui tenait la lame. Toutes les séparations ne sont pas des ruptures. Certaines sont des déclarations de guerre, rédigées sur du papier, signées avec des mensonges et scellées par l'avidité. Je savais que ce moment viendrait. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il soit si soigneusement orchestré. Ce matin-là, Antoine s'est assis en face de moi dans le salon. Costume gris, cravate parfaitement nouée. Un look d'homme d'affaires, pas d'homme sur le point de briser un mariage. Claire, je pense qu'il est temps qu'on arrête. Sa voix était calme, presque clinique, comme s'il parlait d'un changement de fournisseur d'électricité. Je ne dis rien. Je le regardais simplement dans les yeux. Nous avons changé, pris des chemins différents. Chaque mot semblait avoir été répété devant un miroir. Aucun n'était sincère. Quand il eut fini, je posai une seule question. « Tu prépares ça depuis combien de temps ?» Un léger sursaut, puis un haussement d'épaules maladroit. Il détourna les yeux. L'après-midi, un courrier recommandé est arrivé. Une grande enveloppe blanche, soigneusement cachetée. Demande de divorce. Je l'ai ouverte. Première ligne. Répartition de 50% des biens communs. Ligne suivante. Pension alimentaire. Soutien à long terme. Un rire m'a échappé. Pas un éclat de rire, pas un rire moqueur. Juste une réponse froide, venue du fond de mon calme.
Antoine croyait avoir la main, mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà retourné le plateau d'échecs. Il pensait être le seul à manier la lame. Il avait juste oublié qu'une femme silencieuse est une femme qui a déjà tout planifié. J'étais assise dans le bureau de mon avocate, Camille Roux, une femme dont le regard pouvait glacer la scène en plein mois de juillet. Elle feuilletait calmement le dossier que je lui avais remis. Chaque page confirmait ce que nous savions déjà. J'avais pris les devants. À la dernière page, elle leva les yeux, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Vous avez très bien joué, Claire, très intelligemment. »« Est-ce qu'il peut obtenir quelque chose ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Elle secoua doucement la tête. « Non, tous les biens ont été transférés dans une fiducie avant le dépôt de la demande de divorce. Juridiquement, Antoine n'a aucun droit. Quant à sa demande de pension, c'est risible. » Je me suis appuyée contre le dossier de la chaise, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti mes épaules s'alléger. Antoine pensait avoir pensé à tout, mais il était arrivé trop tard. J'avais déjà bougé mes pièces. Cette victoire ne s'est pas jouée dans les cris ni les confrontations, elle s'est jouée dans le silence. Et à présent, sur l'échiquier qu'il avait dressé, c'était moi qui dirigeais la partie. Quand un homme refuse la défaite, il ne se retire pas. Il choisit de brûler ce qu'il ne peut plus posséder. Je croyais qu'Antoine allait se taire, qu'il comprendrait que la partie était finie. Mais j'avais oublié une chose, l'orgueil blessé est une bête dangereuse. Tout a commencé par des regards, des silences un peu trop pesants dans les couloirs du cabinet, des collègues qui m'évitaient sans raison, et ces conversations qui s'interrompaient net dès que j'entrais dans une pièce. Puis un matin, Céline, mon assistante, frappe doucement à la porte. « Claire, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a une rumeur. On dit que vous blanchissez de l'argent via l'entreprise. » Je reste figée. L'air devient plus dense, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Céline poursuit nerveuse. Moi, je n'y crois pas, mais Antoine a parlé avec certains de vos clients, et apparemment, des gens commencent à regarder vos comptes de plus près. Je m'assois, mes mains posées sur mes cuisses pour ne pas trahir leur tremblement. Antoine ne voulait pas seulement partir, il voulait me détruire. Il n'avait plus accès à mes biens, alors il visait ce qu'il me restait de plus précieux, mon nom. Et ça, je ne le laisserai jamais souiller. Quand un homme choisit la calomnie comme arme, je préfère répondre avec l'encre et la loi. Dans un monde de faux semblants, le silence bien écrit est une lame redoutable. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendue à voix haute. Je n'ai pas imploré qu'on me croie. Je suis allée voir Camille, mon avocate. Une chemise remplie de documents sous le bras et le regard vide de colère, juste focalisé. « Il est temps de répondre », ai-je dit. Mais pas par des mots, par des actes. Camille a hoché la tête. Elle savait déjà ce que j'allais dire. Nous avons rédigé une mise en demeure, une lettre officielle adressée à Antoine, lui ordonnant de cesser immédiatement toute diffusion de fausses informations, tout contact avec mes collaborateurs ou clients, et toute tentative de nuire à ma réputation par des propos diffamatoires. J'ai signé. Le geste était net, sans hésitation. Camille m'a observé, puis a demandé « Et s'il continue ?» Je l'ai regardé dans les yeux, calme comme une mer d'hiver. Alors on attaque, parce que cette fois-ci, je ne me contente pas de me défendre. Je réclame mon nom. Quand un perdant n'a plus d'arguments, il retourne la table, espérant qu'un chaos bien orchestré remplacera la vérité qu'il ne supporte pas. Je croyais que la mise en demeure suffirait. Mais Antoine n'était pas ce genre d'homme. Ceux comme lui ne veulent pas seulement gagner. Ils veulent anéantir. Camille m'a appelé un mardi matin. Sa voix était posée, mais tranchante comme un scalpel. Il vient de déposer une demande d'audit financier complet.
Il prétend que vous cachez des avoirs personnels pour éviter un partage équitable. J'ai fermé les yeux un instant. Pas de peur, juste de lassitude. Des preuves? Aucune. Rien. Pas un chiffre. Pas un document. Il veut gagner du temps. Vous épuiser. Vous faire plier. Alors, on a préparé la réponse. Soigneusement. En silence. Le jour de l'audience, Camille s'est levée. Sa voix claire résonnait dans la salle. Tous les transferts effectués par ma cliente sont antérieurs au dépôt de divorce. Aucun manquement légal, aucune tentative de fraude. Le juge a lu, feuilleté, pris une pause. Puis, calmement, demande d'audit rejetée, absence totale de fondement. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas une victoire à célébrer, c'était juste une position à tenir. Antoine avait encore perdu, mais je le connaissais trop bien. Il n'avait pas encore abattu la dernière carte. Certains perdants ne quittent jamais l'arène. Ils renversent l'échiquier, redessinent les règles avec des mensonges, en espérant que le vainqueur se prenne dans les fils qu'ils ont tissés. Le téléphone a sonné à 7 heures précises. À cette heure-là, ce ne pouvait être que Camille. Sa voix était calme, tranchante comme une lame froide. « Claire, on a un problème. Antoine et Élise ont déposé une plainte pénale. Ils vous accusent de fraude financière, avec des documents à l'appui. » Je me suis assise, le cœur résonnant dans ma cage thoracique. « Quels documents ? » Relevés bancaires trafiqués. Ils prétendent que vous avez falsifié des transferts pour cacher des fonds. Si la justice y croit, cela peut mener à une enquête pénale. J'ai feuilleté le dossier. Présentation irréprochable, montant crédible, cachet officiel. C'était presque parfait. Presque. Camille posa son doigt sur une ligne. Regarde ici. Une opération en juin 2021, alors que le compte a été créé en septembre. Chronologie impossible, donc fabrication. Je n'ai pas souri, pas tout de suite, parce que la haine, chez eux, avait le goût du vernis, élégant mais toxique. Antoine et Élise venaient de jouer leur dernier atout. Ils voulaient m'entraîner dans leur marécage. Mais cette fois, je n'étais plus sur la défensive. Je levai les yeux vers Camille et murmurai « À mon tour de frapper ». Le mensonge se croit invincible, jusqu'à ce qu'il rencontre la précision du temps. Et dans une salle d'audience, c'est toujours la chronologie qui rend son verdict. Camille a posé un dossier sur la table. Épais. Marqué en rouge « Analyse légale, falsification présumée ». À l'intérieur, chaque ligne, chaque incohérence, chaque preuve du faux, minutieusement exposée. Ils ont tout trafiqué, tout, sauf l'essentiel, dit Camille. Le timestamp? Exactement. Ils ont inventé une transaction en juin, alors que le compte n'a été créé qu'en septembre, une erreur de débutant ou un excès d'arrogance. Je n'étais plus en colère, juste concentrée. Camille a poursuivi. On contre-attaque. Diffamation, usage de faux, atteinte volontaire à la réputation. La plainte a été déposée la semaine suivante, millimétrée, implacable. Au tribunal, Camille s'est levée. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Ces documents ne sont pas seulement inexacts, ils ont été fabriqués, délibérément, dit-elle. Et leurs conséquences dépassent de simples soupçons. Elles visent à anéantir une réputation. Je suis restée immobile, les yeux fixés sur Antoine. Il ne m'a pas regardée, et pour la première fois, j'ai compris qu'il n'avait plus rien à dire. Il existe des victoires silencieuses, sans applaudissements, sans sourire éclatant, juste les souffles d'un orage terminé, et la posture droite de celle qui a tenu. La salle d'audience était figée, comme suspendue hors du temps. Antoine était là, à 3 mètres de moi. Son costume semblait trop serré, ou peut-être était-ce son orgueil qui se rétractait à vue d'œil. Son avocat se leva, une toux discrète, puis « Monsieur le juge,
Mon client retire l'ensemble de ses accusations. Un souffle de silence, dense, presque solennel. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle posa calmement un dossier sur le bureau du juge. Nous demandons l'officialisation du retrait, ainsi que le remboursement intégral des frais de justice engagés par ma cliente pour sa défense. Le juge acquiesça. Signature. Coup de marteau. Sec. Net. Et pourtant, dans mon esprit, il sonnait comme un carillon. Clair, irrévocable, libérateur. Antoine est passé devant moi sans un mot, sans un regard, seulement une ombre, longue, hésitante, d'un homme qui s'est détruit lui-même. Je ne me suis pas retournée, parce que, pour la première fois depuis longtemps, je savais, je n'avais plus rien à craindre. Je n'ai pas fêté ma victoire. Pas de champagne. Pas de dîner entre amis. Juste un samedi après-midi sur le balcon de mon nouvel appartement, enroulé dans un pull gris, les yeux posés sur les arbres qui frémissaient sous le vent d'automne. Antoine avait disparu de ma vie comme un coup de Mistral, brutal mais temporaire. Il avait tout perdu, bien, réputation, influence. Mais surtout, il avait perdu le contrôle sur moi. Je n'étais plus celle qui attend qu'on change. J'étais devenue celle qui décide de ne plus se perdre. Un message de Camille s'est affiché sur mon écran. C'est clos. Tout est officiel. Ta liberté a désormais un tampon légal. J'ai souri. Un sourire doux, sans triomphe. Juste une respiration retrouvée. J'ai reposé ma tasse, ouvert mon ordinateur portable. Une page blanche m'attendait. Pas de titre, pas de première phrase. Mais cette fois, c'est moi qui écrirai l'histoire. Toutes les blessures ne laissent pas des cicatrices visibles. Certaines nous réveillent et c'est là que commence la vraie résistance. Si vous me demandiez si je regrette, je dirais oui. J'ai regretté d'avoir trop cru, d'avoir trop attendu, d'avoir pensé que le silence pouvait sauver ce qui était déjà en ruine. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est la trahison qui m'a éveillée. Elle m'a fait mal, oui, mais elle m'a aussi forcé à ouvrir les yeux, à sortir de ma bulle de faux confort. Je ne suis plus cette femme qui évite les conflits pour préserver la paix. Je suis celle qui comprend que la paix véritable commence là où l'on trace ses propres limites. Et si je ne devais vous laisser qu'un seul message à la fin de cette histoire, ce serait « Levez-vous », pas parce que vous êtes sans peur, mais parce que vous méritez d'être libre.